Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler de techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Aujourd'hui, je pense aux conférences tech. Tu as peut-être déjà repéré celles auxquelles tu aimerais participer cette année. Et peut-être que cette fois-ci, tu voudrais te lancer et devenir intervenant à ton tour. Tu as trouvé un sujet qui te tient à cœur que tu aimerais partager. Mais au moment de répondre au fameux Call for Paper, le CFP de ta conférence préférée, tu te poses pas mal de questions. Comment trouver le bon angle? Comment écrire un titre qui accroche? Comment prouver ta crédibilité sans trop en faire non plus? Alors maintenant, je m'adresse à celles et à ceux qui ont un peu d'expérience sur ce sujet. Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour être sélectionné à un CFP? Comment est-ce que tu choisis et cadres ton sujet? Quelles erreurs selon toi il faut absolument éviter quand tu soumets? Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter sur ce sujet? Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders, laisse-nous un message après le bip. Bonjour Mathieu, Emmanuel Lemay, organisateur du Dev Lille et également formateur chez Human Coders sur des formations comme React, Vitesse ou encore sur l'activité numérique. On a créé le Dev Lille, anciennement le DevFest Lille en 2017 si je me trompe pas et en 2025, on est arrivé à une conférence de 2 jours, accueillant 1 500 personnes, dans la plus grande salle de Lille. Donc les CFP, c'est quelque chose qu'on rencontre, tous les ans et donc je vais essayer de partager, quelques 2 petites astuces, que j'ai. En tout cas, des choses que je fais attention quand je dois relire les CFP. Premièrement, c'est que la proposition doit être bien travaillée et doit donner envie. Le texte que vous allez écrire dans le logiciel que les organisateurs vont choisir, par exemple Conference Hall ou autre, bah, ce texte-là et puis le texte, présentant le conférencier ou la conférencière seront normalement le texte qui sera publié sur le site web de l'événement. Donc si ce texte ne donne pas envie aux participants le jour J, votre salle sera vide et ça va être, problématique pour vous, pour les participants et aussi pour les organisateurs. Donc si vous travaillez pas très correctement votre texte, peut-être que les organisateurs, pardon, vont se dire: «Bah, c'est dommage, il a pas travaillé son texte, il donne pas trop envie, d'aller voir, sa conférence» et on risque d'avoir une salle, à moitié vide le jour J. Donc essayer de travailler, pour le mieux, ce petit texte. On ne demande pas d'écrire, un roman, mais de bien pas détailler, mais, d'argumenter et donner envie de venir voir le jour J, votre conférence. Et ensuite, le 2e sujet, le sujet que vous allez aborder doit être un sujet qui intéresse les gens, qui est facilement applicable, le lendemain quand ils vont retourner, chez leurs clients ou dans leurs entreprises. Il faut éviter d'avoir des sujets, par exemple, qui sont trop vieillots, pas vieillots, c'est pas le bon terme, mais qui sont un peu datés, ou des sujets qui ont été, abordés, énormément de fois à d'autres conférences où il existe de multitudes de vidéos en ligne. Hem, Essayez de vous démarquer de ça, essayez de proposer des sujets qui sortent du lot et qui proposent vraiment une valeur ajoutée, aux participants. Nous, quand on essaye de faire l'agenda, sur les 40 conférences, pendant l'événement, on a eu reçu normalement 400 plus de 400 compositions. On essaie de refaire un premier lot de sélection, imaginons qu'on en sélectionne 50 ou 60 et après on se définit des personas. Donc le persona développeur web, développeur back, consultant DevOps ou voilà et on essaye pour chaque slot dans l'agenda de mettre une conférence qui donne envie, qui est applicable tout de suite dès le lendemain en entreprise pour, cette personne-là ou, peut-être que c'est pas applicable tout de suite, mais ça leur ouvre les chakras et peut-être que, à un moment donné, ça peut être utilisable. Je prends par exemple le cas d'un développeur web. Pour un développeur web, à tous les sujets web, bien évidemment, bah, on va essayer de ne pas les mettre en parallèle pour, qu'ils puissent, tous y aller. Mais s'il y a des sujets qui sont un petit peu
loin des développements web, comme je sais pas moi, la CI/CD ou autre, bah, on va pouvoir quand même le mettre dans son agenda parce que ça peut peut-être être utile plus tard, pour cette personne. Donc bien sûr, si on a, 100 talks, 100 propositions sur l'IA générative, bah, malheureusement, même si les 100 talks sont super bien écrits, ils donnent tous envie de venir les voir, on pourra jamais recevoir 100 talks parce que le but, c'est d'avoir une conférence diversifiée. Donc au maximum, on va en prendre 2 ou 3. Donc si vous proposez des sujets qui sont surreprésentés, bah, il y a un pourcentage de malchance pour lequel votre sujet ne sera pas retenu. Voilà pour moi. Bonne journée à toutes et à tous. Salut Matt, c'est Étienne, à Cadobert. J'étais sûr de tomber sur ton répondeur. Pas grave, tu voulais des conseils pour être sélectionné à CFP? J'ai eu l'occasion de participer 6 fois à un processus de sélection côté orga. À la fois pour Sexy, un event d'atelier de conférences sur le hacking, et Cybersud, un symposium sur la cybersécurité, organisé par le Centre d'excellence cyberdéfense aérospatiale à l'École de l'air et de l'espace. Après l'événementiel, ça n'est pas mon métier. Je ne te parlerai que de mon expérience, et j'imagine que le procédé peut varier d'un événement à l'autre, selon la notoriété, la thématique, le format. En tout cas, de mon expérience, je vois deux voies. En premier, la voie royale par le réseau. Sur nos événements, les organisateurs contactent d'abord des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, qu'ils aimeraient voir intervenir sur leur thématique. Et puis il y a les recommandations de ce premier cercle. Les «Ah tiens, tu devrais inviter cette personne, elle est top sur ce sujet-là». Être contacté, c'est clairement la situation la plus agréable. On vient te chercher. Donc le conseil ici, c'est de publier, partager, se rendre visible. Que ton travail, ta passion, tes recherches, plus tu es visible et apprécié, plus tu auras de chances d'être repéré et qu'on vienne te chercher pour un CFP. Mais peut-être que la deuxième voie répondrait mieux à ta question de départ, c'est-à-dire comment faire partie des propositions retenues. Je te conseillerais d'adapter ton intervention au format et aux attentes de l'organisation. Petit tips, n'hésite pas à provoquer un échange, un mail, un téléphone, pour bien comprendre ce qu'ils recherchent. On dit souvent qu'il faut s'adapter à son public, mais il est aussi important de rester en phase avec la ligne directrice de l'événement. Technique, vulgarisation, rythme, style, durée, autant d'éléments qui garantissent la pertinence de ton intervention et de ta contribution. Ensuite, il y a l'originalité. Mets en avant ce qui te rend unique par rapport aux autres intervenants. En tant qu'organisateur, on aime proposer un programme varié pour le public, donc la touche personnelle, c'est clairement un atout. À l'inverse, si ton sujet ressemble à celui que d'autres pourraient proposer, il y aura forcément de la concurrence. Et là, ça joue souvent sur la qualité perçue des interventions et des coûts potentiels des différents défraiements. Un dernier conseil, fais un CFP clé en main, facilement exploitable. Un titre court qui attire l'œil pour une vision infographique, les programmes avec des titres longs qui se veulent descriptifs sont une horreur. Une phrase ou deux de description simple et claire pour donner la genèse. Elle sera souvent reprise, que ce soit dans le programme, voire même par les animateurs et leurs gars. Un abstract d'environ 150-250 mots, au pire on vous le précise, pour donner le ton et le contenu. Une brève description personnelle avec un éventuel lien aussi vers un site, quelques références, ça aide. Au final, un bon CFP, c'est un peu comme une bonne conf. Ça se prépare, ça s'adapte. L'idée, c'est pas de se vendre, mais de donner envie de t'écouter. Avec un sujet sincère, visible, original et bien présenté, tu augmentes largement tes chances. Voilà, t'as tout mon retour. Maintenant, à toi de jouer. Fais-nous rêver avec ton CFP. Ciao. Salut Mathieu, ici Virginie Pajot, je suis ingénieure support chez Quarks Lab. J'ai entendu que tu cherchais des conseils à donner aux personnes qui voudraient soumettre des candidatures en CFP. Alors ça tombe bien puisque je suis membre de l'équipe d'organisation du Snowcamp, une conférence qui se tient à Grenoble depuis 10 ans pour la prochaine édition. Et je gère notamment le tremplin dont le but est d'accompagner les personnes qui voudraient se lancer en tant que speaker. Alors, une chose à avoir en tête lorsque l'on va soumettre sa candidature à une conférence, c'est que l'équipe d'organisation va recevoir en moyenne 5 fois plus de candidatures que de places disponibles. Donc la concurrence est rude et ce n'est pas parce que votre talk a été refusé qu'il est de mauvaise qualité. Pour se démarquer, essayez d'aborder un sujet nouveau et évitez les sujets vus et revus. Donc vérifiez dans les programmations des années précédentes si le sujet que vous souhaitez aborder a déjà été présenté. On peut essayer aussi de créer le talk qu'on aurait aimé voir soi-même, mais qu'on n'a jamais trouvé. Une autre façon de bien se démarquer, c'est d'adapter sa candidature à la thématique de la conférence lorsqu'il y en a une. Par exemple, pour le snowcamp, on va avoir une thématique qui tourne autour de la montagne. Donc, toutes les candidatures qui vont reprendre cette thématique dans leur forme vont nous plaire un petit peu davantage. Alors, on va ensuite avoir donc le titre. Le titre, c'est ce qui va apparaître dans la programmation.
C'est parfois la seule chose que les personnes qui viendront à la conférence regarderont pour choisir les talks qu'elles iront voir. Et donc, il faut qu'il soit clair. Il faut mentionner, bien évidemment, la technologie dont vous allez parler ou le type d'activité. Est-ce que vous allez faire part d'un retour d'expérience? On peut essayer de répondre à la question comment, pourquoi, ou indiquer ce que l'on va faire découvrir, apprendre, ou ce qu'on va chercher à faire comprendre pendant notre présentation. Vient ensuite l'abstract. L'abstract, c'est la présentation détaillée de votre talk. Elle apparaît souvent aussi dans la programmation, mais pas forcément directement. On va des fois avoir besoin d'aller cliquer justement sur le titre du talk pour accéder à ce détail. Il faut donc qu'il soit également clair, soigner la présentation, la mise en page, l'orthographe, et indiquer quelles promesses vous comptez faire à l'auditoire. Qu'est-ce qu'on va apprendre à la fin de votre talk? Personnellement, je préfère aussi quand les abstracts ne sont pas trop longs parce qu'il m'arrive de les consulter les jours de conférence pour choisir ce que je veux aller voir. Donc quand c'est trop long, ça peut me décourager. Mais c'est vraiment un avis personnel. L'abstract, ça va être aussi le reflet de votre talk. Donc un abstract peu soigné ou bâclé va renvoyer l'image d'un talk qui risque d'être peu soigné et bâclé et qu'on n'aura pas forcément envie de retenir en tant que membre du comité d'organisation. Vient ensuite la section des références. Celle-ci, normalement, n'est visible que de l'équipe d'organisation. Donc là, on va pouvoir mettre un peu plus de détails sur ce qu'on va aborder. On peut mettre le plan détaillé avec pourquoi pas les durées de chaque section, des liens vers les slides si vous en avez, les documents de référence qui vous ont permis de construire votre présentation, éventuellement une captation si vous avez déjà eu la possibilité de donner votre talk dans une autre conférence. Vous pouvez également indiquer vos motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce talk? Et puis enfin, dans une candidature, on va avoir aussi souvent la partie biographie. Cette biographie, elle est également affichée sur le site de la conférence. Donc présentez-vous, indiquez dans quoi vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, tout ce qui peut aussi convaincre l'équipe d'organisation que vous maîtrisez le sujet que vous présentez. Vous pouvez également indiquer, si vous avez déjà participé, à des meet-up ou des confs. S'il y en a beaucoup, indiquez-les plutôt quand même en référence, puisque comme je l'ai dit, la biographie, elle sera affichée sur le site internet. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils, vous aideront à créer, vos candidatures et j'ai hâte de lire vos candidatures pour le SNOCamp. À bientôt. Hello Matt, c'est Fabien. Je suis actuellement freelance en développement web et également organisateur des Human Talks à Grenoble. Chez nous, on voit passer pas mal de profils et de talks différents et j'ai eu envie de partager quelques conseils sur les CFP. Déjà, pour trouver un bon angle, quand tu réponds à un CFP, le plus important, c'est d'avoir un sujet vivant. Quelque chose que tu as vraiment expérimenté, pas juste un concept que tu as lu. On le sent tout de suite quand c'est vécu. Chez les Human Talks, les talks les plus marquants viennent souvent d'expériences personnelles, un échec, une découverte technique, un déclic humain. Adapter le format à ton public. Ça, c'est un conseil que je donne souvent. Il faut tester son talk dans un format court avant de viser une grande conférence. C'est un peu comme le stand-up en fait. Les humoristes, ils ne montent pas sur scène tout de suite avec un spectacle complet. Non, ils vont dans des petites salles tester leurs blagues sur des scènes ouvertes, ils observent les réactions du public, tout en ils ajustent le rythme et les punchlines. Pour un talk, c'est exactement pareil. Il faut tester sur un format court, comme au Human Talks par exemple, te permet d'affiner ton message, sentir ce qui fonctionne et de gagner en aisance avant de passer à plus grand. Travailler la clarté et l'énergie, c'est essentiel. On a déjà vu des orateurs arriver sur un sujet super pointu, mais sans cadrage clair. Ça devient vite un mur de slides incompréhensible, et là, tu perds tout le monde, même si le fond est brillant, mais le message ne passe pas. À l'inverse, ceux qui prennent le temps de poser une histoire claire, un message principal fort et une énergie sincère, ils captivent tout de suite l'audience. En fait, le but de l'orateur, ce n'est pas d'impressionner par la complexité, mais c'est de transmettre. Parce que un talk qui est confus, aussi technique soit-il, peut être un vrai désastre. Alors qu'un talk simple et vivant, lui, il va marquer les esprits. Il y a des choses qu'on apprécie vraiment chez des bons speakers. La différence, souvent, c'est la préparation et l'interaction. Je pense notamment à Nathalie Côté, qui a préparé sa présentation en intégrant des interactions avec le public. Le résultat, il y avait une ambiance super conviviale et des échanges riches. Il y a même une interaction à la fin où le public partageait ses propres expériences en lien
avec la présentation de Nathalie. Ce genre de moment crée un lien et ça enrichit réellement la présentation que Nathalie peut transmettre. Voilà, en résumé, dans ton prochain call for paper, il faut choisir un sujet que tu vis au quotidien. Il faut penser à tester en format court, d'abord avec toi-même, peut-être avec des amis tech également, peut-être avec des conférences tech que tu peux avoir autour de toi. Il faut pas oublier de garder un message qui est très clair et sincère. Surtout, amuse-toi, parce que quand tu t'amuses, le public va s'amuser avec toi. Allez, à plus. Voilà pour mon retour d'expérience en tant que co-orga des Human Talks. Merci Matt pour cette invitation et j'ai hâte d'écouter les autres témoignages. Oui, salut Mathieu, c'est Sylvain Vallès. Tu nous as demandé des conseils pour être sélectionné à un CFP, enfin pour être accepté à une conférence. Alors moi, je suis tech lead chez Elastic, mais surtout, je suis speaker de très longue date et plus récemment, depuis quelques années, je fais partie de l'organisation de DevFest Toulouse. Donc j'ai un petit peu la double casquette et je vois les deux côtés de la chose. Alors moi déjà, je dirais, avant de commencer à vouloir, être speaker dans une conférence, c'est bien de s'entraîner, de tester le terrain, on va dire, en allant dans des meet-up. Les meet-up, c'est cool parce que c'est des environnements qui sont moins exigeants que les conférences, hein, souvent d'ailleurs les meet-up cherchent des speakers. Il y a moins de contraintes de temps, l'audience est plus limitée, souvent aussi plus, bienveillante parce que c'est pas des gens qui ont payé leur ticket et qui exigent un certain niveau de qualité. Donc déjà, entraînez-vous et testez la chose dans les meet-up, ne serait-ce que déjà pour savoir si parler en public, ça vous plaît. Ensuite, quand on attaque une conférence, bon déjà le premier problème c'est, quel sujet? Moi j'ai envie de dire, il y a plein de sujets possibles. Le point primordial, c'est qu'il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse, hein, sur lequel vous avez vraiment des choses à dire. Parce que quand on fait une conférence, il faut on délivre un message, mais aussi qu'on le délivre de manière, agréable, enthousiaste et qu'on on donne, des choses qui font plaisir à entendre à l'audience. Donc, si le but du jeu, c'est juste d'être, speaker, mais que vous n'avez pas vraiment de sujet qui vous botte, moi j'ai envie de dire: «C'est pas la peine». Après, comment choisir son sujet? Là, il y a un petit peu de tactique. Il y a des thèmes qui sont, extrêmement, populaires. En ce moment, c'est l'IA, il y a quelques années, c'était Kubernetes. Bon, on a probablement des choses à dire là-dessus, mais il faut savoir que vous allez être en concurrence avec, tout un tas de gens sur le même sujet et que, bah, quand on fait une conférence, on veut pas que la conférence soit uniquement, autour de l'IA, donc on va forcément limiter, le nombre de talks sur ce sujet, donc il y a plus de concurrence dans ce domaine. Donc si vous êtes, débutant sur le circuit des conférences, peut-être choisir des sujets un petit peu plus niche, sur des thèmes qui sont abordés moins fréquemment, parce que ça vous permettra de sortir du lot, surtout, vis-à-vis de speakers très expérimentés qui, eux, vont plutôt être dans les sujets mainstream. Donc voilà. Ensuite, bah, il y a la rédaction du CFP lui-même. Ah si, j'oubliais, souvent aussi les conférences proposent soit des conférences, de 45 ou 50 minutes, soit ce qu'on appelle souvent des quickies, qui sont plutôt 15 ou 20 minutes. Il y a moins de concurrence sur les quickies, parce que le quickie, bon, c'est petit, c'est malgré tout un exercice difficile. Condenser tout ce qu'on a à dire en 20 minutes, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi un moyen d'augmenter ses chances parce qu'il y a moins de candidats. Pour finir là-dessus aussi, il faut savoir que, par exemple, à DevFest Toulouse, on reçoit 300 propositions pour, 40 à 50, slots disponibles. Donc ça veut dire que l'énorme majorité des propositions sont rejetées. Si votre proposition est rejetée, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, elle peut l'être, hein, évidemment, mais c'est aussi parce que, bah, il y a beaucoup de propositions, donc il faut qu'on fasse le tri, il faut qu'on fasse un choix. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas parce que vous êtes refusé que la proposition n'est pas bonne, bah, il faut réessayer. Après donc effectivement vient la rédaction du CFP, la proposition et là, il y a, il y a des techniques, on va dire. Alors déjà, il faut être très conscient que c'est un exercice, qui est très différent du talk lui-même. Hein, c'est un exercice de rédaction, c'est un exercice de marketing. La réponse au CFP, c'est la plaquette publicitaire de votre, talk, aussi bien à destination des gens qui font la sélection qu'ensuite des, participants à la conférence, qui vont regarder le programme, pardon, et qui ensuite vont décider ou pas de venir vous voir. Donc, comme dans tout document marketing, il faut le structurer de façon à capter l'attention du lecteur
le retenir et l'embarquer avec vous pour que vraiment il ait envie de regarder, votre talk. Donc premier élément, c'est le titre. Alors, le titre est important, pour la sélection, mais aussi pour les participants. Quand on regarde un programme de conférence, on scanne les titres. Si le titre est pas accrocheur, on zappe, on passe. Donc il doit être clair, il doit poser la thématique, expliquer de quoi ça va parler, et il doit attirer l'œil. Déjà, c'est simplement une porte d'entrée pour lire la suite. Donc, il doit être explicite. Éviter, les jeux de mots qui sont souvent, liés à une interprétation pour lesquels les gens n'ont pas forcément la référence. Donc ça peut être sympa un jeu de mots, mais c'est souvent à double tranchant. Ensuite vient la description du talk. Alors si vous allez voir sur les sites des conférences, vous allez trouver que ceux qui sont sélectionnés ont souvent une structure, très similaire. Donc ça commence par placer un contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte? De quoi vous allez parler? Quel est le problème? Souvent c'est, voilà, vous avez rencontré tel truc, comment on peut faire? Une question. De là, vous élaborez sur, le sujet dont vous allez parler, le problème que vous allez traiter, la nouveauté que vous allez présenter, un retour d'expérience, donc vous décrivez un petit peu ce que vous allez raconter et il faut finir par, ce que l'audience va retirer de votre présentation. Alors, moi, j'ai vu des gens qui disent: «Ouais, mais je veux pas spoiler parce que, je veux pas tout dévoiler, je veux garder de la surprise». Alors, pour moi, c'est une erreur, parce que, on n'est pas dans une critique de film où vous voulez pas dévoiler la fin. Là, au contraire, les gens veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils vont passer, 45 minutes avec vous. Donc, si on ne sait pas avec quoi on repart à la fin, on n'a peut-être pas forcément envie de venir. Voilà. Un élément ensuite, c'est les notes aux organisateurs. Donc là, que le public ne voit pas, mais qui sont importantes pour les gens qui font la sélection. Donc là, vous donnez plus de détails sur la présentation. En particulier, vous pouvez donner une ébauche de plan. Alors, moi je dis toujours, si vous faites une nouvelle conférence, ne commencez pas à l'écrire avant d'avoir été accepté. C'est pas forcément la peine d'investir du temps. Par contre, vous devez déjà avoir un plan en tête. Vous pouvez aussi donner des références. Alors, si vous avez déjà donné le talk, mettez des liens sur des vidéos, peut-être les slides, ou sinon sur d'autres talks que vous avez faits. C'est important pour, les gens qui font la sélection d'avoir un petit peu une idée de, j'allais dire, vos qualités de speaker ou de speakeuse. Parce que, bah, une conférence, voilà, on a aussi une politique éditoriale, on veut de la qualité. Ceci dit, si vous êtes primo speaker, c'est bien de le dire parce que, s'il y a pas de référence, on se dit: «Ouais, celui-là, il ne fait pas d'effort». Alors que si vous dites simplement: «Je suis primo speaker, mais j'ai déjà fait des présentations dans mon entreprise, à des meet-up et cetera», là, ça vous, positionne, dans le processus de review. Donc voilà, ça c'est les choses à faire. Donc il y a cette trame, à respecter, on va dire. Et puis après, il y a un truc important que j'ai constaté moi en tant qu'organisateur, c'est que il faut se relire et surtout se faire relire, hein, parce que, on a vu des gens qui nous envoient des propositions où en gros, ils sont tellement dans leur sujet qu'ils utilisent des acronymes qu'on ne connaît pas, ils prennent des raccourcis, ils font des suppositions, ce qui fait qu'on comprend rien en fait. Donc, faites-vous relire, demandez à des personnes, qui ne sont pas forcément, expertes dans votre sujet, ce qu'ils en pensent et puis, ça vous aidera à affiner la chose, à la fois en termes de rédaction, de lisibilité, mais aussi en termes comment dire? D'accessibilité, au niveau compréhension de votre proposition. Voilà. Une chose à laquelle il faut faire attention aussi, c'est le storytelling. Donc c'est bien d'avoir un fil rouge, en gros qui sous-tend une petite histoire qui sous-tend, on va dire, tout votre talk parce que, bah, il faut une certaine cohérence, il faut une certaine progression. Par contre, moi j'ai vu des talks où en gros le storytelling prend le pas complètement sur le fond et là, bon, bah, finalement on ressort de là, on presse, il reste plus grand chose. Donc, faites attention à ça, c'est à manier avec délicatesse. Voilà et voilà quoi donc ce que je viens de vous raconter là, c'est un peu un résumé d'un article que j'ai écrit sur le blog de DevFest Toulouse, où vous verrez tout ça avec aussi des exemples. Pour aller le voir, vous allez, chercher alors dans le menu, il est pas forcément très visible, il y a un élément actualité dans la navigation du site et de là, vous trouverez ce billet de blog qui s'intitule, «Proposer une conférence, la réponse au CFP». Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ciao.
Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.